Nous allons débuter donc ce webinaire. Donc, toute l'équipe OSAE vous remercie de votre participation à ce premier webinaire OSAE. Donc, pour l'instant, nous sommes un peu plus de 130 participants pour explorer donc les pistes de réduction des herbicides et notamment le glyphosate en semi-direct sous couvert. Donc, je suis Maxime Moncor, en charge de la coordination du programme OSAE pour Oser l'agroécologie. Et je remercie également mes deux collègues aujourd'hui présentes, Annabelle Richard, donc chargée de projet biodiversité, qui a réalisé le témoignage de Guillaume Joubert, ainsi que Julie Motte pour toute la gestion de la communication. Donc, avant de commencer, quelques points de rappel pour le bon déroulement du webinaire. Je vais passer à la diapo suivante. Merci. Donc voilà, en termes d'audio, seuls les intervenants pourront prendre la parole. Les participants qui veulent communiquer ne peuvent le faire que par écrit. Voilà, si vous voulez signaler un petit problème technique, vous pouvez utiliser l'interface Converser en bas de l'écran. Et voilà, et si c'est possible, d'adresser le message uniquement aux intervenants. Et si vous voulez poser donc des questions aux intervenants, vous avez la petite interface questions-réponses aussi en bas de l'écran. Voilà, vous pouvez à tout moment poser vos questions. Bon, on attend beaucoup de participants, donc c'est sûr qu'il y aura sûrement beaucoup de questions auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui. Mais dans tous les cas, on enregistre le webinaire en replay et on répondra bien sûr à toutes les questions qui ont été posées. Donc, on aura deux présentations et un petit temps de questions à la fin, s'il nous reste encore un peu de temps. Diapo suivante. Voilà, qui sommes-nous? Alors, aujourd'hui, Solagro est une entreprise associative qui a été créée en 1981. Elle est composée en fait d'une trentaine de salariés répartis autour de 6 activités: agriculture, énergie, climat, agroécologie, forêt, bois, énergie, ingénierie, méthanisation, gaz renouvelable et stratégie territoriale. Elle a pour objectif donc de contribuer aux réflexions et aux innovations pour la mise en œuvre des transitions énergétiques, agroécologiques et alimentaires. Tout ce travail nous permet d'alimenter le scénario After 2050, donc basé sur la recomposition de notre assiette. Cet exercice, on va dire prospectif, offre un éclairage sur les évolutions aujourd'hui inéluctables de notre agriculture et les moyens d'y parvenir pour répondre aux enjeux agricoles, environnementaux, climatiques et sociaux. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Solagro et même contribuer à nos travaux en y adhérant pour un petit montant de 10 euros. Voilà, diapo suivante. Donc, on rentre au cœur du sujet de la plateforme OSAE. Donc, depuis 2015, Solagro a mis en place cette plateforme donc pour oser l'agroécologie. Elle a pour objectif donc de faciliter la diffusion des savoir-faire en agroécologie sur l'ensemble des systèmes de production. Elle permet de valoriser donc ces démarches de changement de pratique des agriculteurs, les expériences d'innovation ayant une dimension agronomique, environnementale et économique. Donc, grâce au soutien des agences de l'eau essentiellement et des régions, nous pouvons diffuser librement et gratuitement ces connaissances techniques et scientifiques. Et aujourd'hui, la plateforme est composée d'une trentaine de témoignages, d'une centaine de vidéos que vous pouvez également retrouver sur la chaîne YouTube d'Osaer, mais aussi des synthèses techniques et une bibliographie autour des pratiques agroécologiques. Voilà, donc pour renforcer notre approche, on va dire systémique des exploitations, on a souhaité intégrer depuis peu au sein des témoignages une analyse sur la vulnérabilité des exploitations au changement climatique et les pistes d'adaptation possibles, et aussi sur la santé des sols, donc au regard des pratiques qui ont été mises en place. Donc chaque année, nous organisons aussi des rencontres bout de champ pour mettre en avant les agriculteurs au sein du réseau. Et voilà, donc dans l'ensemble, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Osae. Et si vous voulez suivre nos travaux, vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter. Voilà, donc je vais laisser la parole à Annabelle pour introduire nos deux intervenants et commencer les interventions. Merci à tous. Merci beaucoup Maxime. Du coup, pour ce premier webinaire d'Oser l'agroécologie, donc nous abordons l'utilisation du semi-direct sous couvert végétal en grande culture, qui consiste à associer l'arrêt du travail du sol et la mise en place de la couverture du sol. Et, et pour, elle apparaît aujourd'hui, c'est une méthode qui apparaît aujourd'hui comme une alternative pour protéger les sols et réduire le temps de travail et limiter la consommation de carburant. Enfin, néanmoins, elle soulève des questions autour de la maîtrise des adventistes, questions qui seront abordées par nos deux intervenants. Donc, dans un premier temps, Guillaume Joubert est céréalier irriguant de Provence. Il présentera son système en semi-direct sous couvert végétal qu'il a mis en place depuis 2010 et les combinaisons de leviers qu'il a éprouvées pour maîtriser au mieux les adventices.
Et dans un second temps, Joséphine Peigné, enseignante-chercheuse à l'ISARA à Lyon, présentera les résultats de la thèse de Laura Vincent Cabou, qui a développé une recherche conjointe menée avec 7 praticiens en Auvergne-Rhône-Alpes afin de concevoir, expérimenter et évaluer des techniques performantes intégrant du semi-direct sous couvert sans herbicide. Donc je vais laisser la parole à Guillaume Joubert pour son témoignage. Le son, Guillaume. Désolé, bonjour à tous. Donc, pour une petite présentation rapide, je me suis installé en 2004 en reprise familiale sur une exploitation céréalière de 115 hectares avec un atelier maraîchage. C'était une exploitation quasi à 100% en production de semences avec on va dire, des sérieux problèmes de sol, compaction, érosion, croûte de battance, enfin des gros problèmes et des gros problèmes de fertilité aussi. Donc, à partir de ce constat, il a fallu que je cherche des combines pour améliorer tout ça. D'où mon passage quelques années après au semi-direct sous couvert, quoi, en 2010. Donc, j'ai passé l'ensemble de la ferme par conviction à ces techniques-là. Aujourd'hui, on me demande de présenter mon assolement. Donc l'assolement, c'est si je pars du blé dur, donc suivi d'un couvert végétal en interculture avant le maïs, car il y a une longue durée d'interculture entre les deux là. Donc ça, c'est un couvert végétal multi-espèces là qui est implanté avec l'objectif de stocker de l'azote dans les sols, en plus du carbone. Donc la culture de maïs qui suit au printemps, récolte à l'automne et implantation à nouveau d'un couvert végétal, ce coup-ci à la volée. En général, c'est un mélange de graminées et de vesses, mais ça peut être essentiellement des graminées, tout dépend de la disponibilité des semences. Donc ça, c'est un couvert qui est semé à la volée, on va dire au plus tard en décembre. Et le maïs est broyé ou pas, ça dépend. Des fois, il est broyé dans la foulée pour recouvrir les graines et assurer une meilleure levée. Des fois, il est broyé plus tard, après la levée du couvert. Et donc, détruit assez tardivement, on va dire début mai, fin première quinzaine de mai, avec une implantation du soja qui vient vers le 15-20 mai, quoi. J'attends que les sols soient bien réchauffés pour avoir des levées dynamiques. Et suite au soja, donc là, il n'y a pas de couvert, il y a un blé qui est implanté dans la foulée, quoi, une céréale. En général, ça se passe sans désherbant chimique parce qu'on est sur une culture d'été, donc s'il y a un peu de mauvaises herbes, c'est des mauvaises herbes qui ont fini leur cycle, donc on peut se passer de glyphosate. Donc un blé bien souvent qui reste plutôt propre, on va dire, et suivi d'une févrole ou d'un pois chiche l'année suivante. Et là, il y a une interculture assez longue sans couvert, quoi, à ce moment-là. Donc ça, c'est pour l'assolement. Tout ça dans le respect on va dire, la trilogie des SDCV, c'est-à-dire le travail du sol chez moi inexistant. Ça peut être un travail très superficiel chez d'autres, mais quand on est en SCV pur, il n'y a aucun travail de sol. Des couverts végétaux le plus possible et une rotation un peu diversifiée pour permettre justement la gestion des mauvaises herbes, quoi. Donc, cette rotation, le fait d'avoir une succession de 2 cultures d'été et 2 cultures d'hiver permet de gérer les types de flore estivales ou hivernales, et une succession graminée légumineuse qui permet aussi d'utiliser des désherbants spécifiques
sur la légumineuse qui sont beaucoup moins coûteux et beaucoup plus efficaces pour gérer de l'enherbement, quoi, au niveau des graminées. Oui. Voilà. Du coup, par rapport à ça, par rapport à enfin, le travail superficiel du sol, l'investissement que tu as fait, après on a des questions en parallèle, mais Oui. tu vois ce Alors que bon, ben forcément, là, oui, il y as a du démarré, sur ton matériel matériel? spécifique. Il a fallu investir dans un semoir de semi-direct, donc matériel très spécifique. Bon, moi, j'ai choisi la voie de l'occasion qui était beaucoup moins onéreuse, on va dire. Et j'avais acheté un strip-till à l'époque, au début, parce que je faisais encore du repiquage de betteraves semencières. Donc là, on repique des carottes de betteraves qui ont été arrachées au préalable. Donc là, j'étais obligé d'avoir un travail du sol sur le rang. Donc j'avais fait l'investissement dans un strip-till que j'utilisais aussi pour implanter du maïs ou des tournesols semences à l'époque, mais qui au final s'avère non indispensable, on va dire, surtout dans mes conditions de sol sablo-limoneux, quoi, qui sont des sols assez souples. Donc le strip-till, c'était pas... Enfin, si j'avais pas eu de betterave à repiquer, j'aurais pu très bien m'en passer, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai modifié mon semoir de maïs classique. J'ai dû investir 500-600 € pour le renforcer un peu et je peux faire des semi-directs de culture en ligne. Ça marche très bien, quoi. Donc ça permet quand même de... Enfin, ça c'était mon choix, c'était de démarrer sans trop investir, quoi. Sinon, ça peut être des investissements qui sont c'est souvent lourds, quoi. Des semoirs de semi-direct, on est dans entre 10 et plus de 15 000 € du mètre, quoi. Donc ça coûte quand même assez cher. Guillaume, peut-être qu'on peut répondre à une petite question. Ouais. Pourquoi installer un couvert exclusivement composé de graminées après le maïs? Du coup, c'est dans l'idée, c'est déjà les graminées semées à la volée, c'est ce qui a tendance à marcher le plus facilement, on va dire. Je suis derrière une culture à grosse entrée de carbone. Du coup, j'en rajoute une couche une fois de plus avec une graminée, quoi. Et on va dire qu'aussi son système racinaire est intéressant pour recréer un peu de structure derrière une culture de maïs qui peut des fois s'avérer problématique à la récolte en conditions humides. On a des détassements. Donc la graminée, c'est quand même la racine qui va remettre ça en place assez rapidement. Et comme je vous disais, si j'ai de la vesse et que j'ai récolté mon maïs assez tôt, que c'est encore un peu le temps de semer une légumineuse, je mets aussi de la vesse. Ce qui améliore grandement le couvert et surtout au niveau du roulage. Quand je le roule au mois de mai, donc si j'ai une veste qui est pas trop mal développée, ça permet de maintenir la graminée au sol, qui elle souvent est un peu limite en développement, elle n'est pas assez montée. Du coup, ça aide à tenir ça, puis ça apporte un peu plus aussi d'azote, une fois de plus, dans le système, quoi. Bon, l'idée des couverts végétaux, au possible, c'est mélange d'espèces le plus possible, hein. Faut éviter de faire des couverts simples espèces, quoi. Donc, si on peut mélanger les espèces, évidemment, il faut faire. On parle de ton irrigation aussi, Ouais. du coup, par rapport à ça, ton utilisation d'eau. Ah bah, l'irrigation, moi, dans mon système, l'irrigation, elle est primordiale pour réussir des couverts. Donc, le couvert qui est entre blé et maïs, celui-là, il est implanté, au début, j'implantais ça vers la mi-août. Mais en Provence, il fait encore très très chaud, donc ça nécessite de l'eau pour lever correctement. Puis on a assez rapidement même des stress hydriques qui vont pénaliser le couvert. Au final, je me suis aperçu que si j'attendais début septembre pour semer ce couvert végétal, il se développait pas plus mal parce que on arrive à éviter quelques stress, quoi. Mais il faut quand même de l'eau, on va dire 2 années sur 3, de toute façon, il me faut de l'eau, quoi. Quel volume hectare? Volume hectare pour des couverts, tu veux dire? Oui, ou pour les cultures, enfin, Alors, c'est...
on va dire, j'utilise 350 000 mètres cubes sur un peu plus de 100 hectares. Donc voilà, ça fait 350, 3500 mètres cubes 3500 hectares, quoi, mètres cubes. Ouais. 350 millimètres, sur Mhm. des sols qui sont, on va dire, assez superficiels et sablo-limoneux, donc très filtrants. Malgré le fait qu'au bout de 10 ans, il commence à y avoir un peu plus de matière organique, bon, ça ne fait pas tout, quoi. Il y a un gros besoin d'eau, ce qui limite le développement de ces techniques ici, hein. Mhm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et il y a une question sur sur ta méthode de destruction de ton couvert. Pourquoi la légumineuse, tu la broies et pourquoi la légumineuse, tu les roules? Moi, je connais la réponse, mais Alors là, de quel couvert tu parles, entre maïs là, et soja? ouais, pourquoi le couvert de légumineuse, tu le broies Alors, avant de ouais, maintenant, enfin ça, c'est depuis que pour j'ai nettoyer? bricolé mon semoir classique. Donc, bon, c'est du bricolage. Ça fait pas tout, quoi. Je me suis rendu compte que c'est quand même plus facile de passer sur... Quand le couvert est volumineux, c'est plus facile de passer sur un couvert broyé. Ça bourre nettement moins, quoi. Donc, c'est un coût à la destruction. Ça va aussi, j'imagine, accélérer la dégradation des résidus, quoi. Donc ça, c'est à double tranchant, hein. Moi, à la limite, je préfère garder un tapis intact qui va prendre plus de temps à retourner au sol plutôt que de broyer. Mais voilà, si je broie, c'est vraiment afin de faciliter le travail de semis, d'éviter de faire des petits tas, de perdre du temps, quoi. Mais avec un semoir vraiment bien adapté, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de broyer. On peut même mettre un rouleau devant le tracteur, le semoir bien équipé derrière, il y a tout qui passe, quoi. Et donc finalement, toutes ces techniques et ta façon de faire permettent de réduire largement les herbicides. Alors, au niveau semi-direct pur, grâce à la rotation, la diversification des matières actives que je vais utiliser, ça permet de limiter le stock grainé, on va dire, puis surtout le fait d'être en semi-direct, de maintenir toutes ces semences de mauvaises herbes en surface. Le temps fait bien les choses, quoi, hein. Succession, humidité, sécheresse, gel, dégel, tout ça, ça fait quand même, je pense, enfin, après, j'ai pas de chiffres, mais il doit y avoir une grosse proportion de graines qui périclitent naturellement via le climat. Ensuite, on a quand même pas mal d'insectes là dans ces systèmes, type carabes et compagnie, qui viennent se nourrir aussi de graines. Donc, leur laisser tout ça en surface, ça leur permet de venir consommer tout ça sur place. Après, il y a une notion quand même aussi comment dire, d'optimisation des produits phytosanitaires, d'améliorer ces pratiques de traitement. C'est-à-dire, j'utilise plus de pleine dose et de passage, comment dire, à pleine dose avec des produits racinaires, parce que bon, bah, déjà quand on a du gros mulch en surface, les racinaires forcément, avant qu'ils pénètrent au sol, surtout en Provence, quand on attend des pluies, bon, ben, ça marche pas, c'est peine perdue. Donc là, je suis plus sur des foliaires, mais à très petite dose et sans me soucier des stades de culture, en fait, puisque c'est des petites doses, donc la culture est moins sensible. Mais en revanche, je traite à l'apparition des mauvaises herbes, c'est-à-dire il faut vraiment taper au stade dicote, quoi, au stade des cotylédons, quoi. Mhm. Il ne faut pas attendre qu'il y ait par exemple des kénopodes, si vous avez déjà deux paires de feuilles qui sont sorties, même déjà des désherbants pleine dose, ça marche déjà pas très bien. En revanche, au stade de levée d'un kénopode avec des très faibles doses de désherbants associées avec des techniques de bas volume, une gestion de l'eau. Ici, en Provence, on a des eaux qui sont dures, quoi. Donc, il faut baisser cette dureté de l'eau. On utilise des sulfates d'ammoniac. Ça permet de tamponner la dureté de l'eau et ça permet de pouvoir baisser les doses de molécules apportées car elles sont beaucoup moins sensibles, moins précipitées
le calcaire qui est dans la flotte, en fait. Mmh. Donc ça, c'est quand même une grosse partie qui me permet de vraiment avoir baissé l'utilisation en volume, du moins en volume. J'utilise moins de désherbants qu'avant, malgré le fait que je passe plus souvent. Selon la culture, je traite plus, mais au final, je mets moins, quoi. Oui. Après, le semi-direct en soi, c'est vraiment le fait c'est la rotation et le fait de laisser ce stock grainé en surface péricliter. Les intérêts sont là, hein. Et puis, bon, bah, évidemment, voilà, comme j'ai dit, développement d'insectes qui viennent aussi, qui viennent consommer des graines aussi. Mmh. Sinon, en semi-direct, avec une mauvaise rotation, des mauvaises pratiques, ça peut être vite l'inverse, hein. On peut vite être complètement submergé par les mauvaises herbes. Ça, c'est sûr. Il y a 2 questions qui sont un peu principales, c'est vrai, en semi-direct. C'est déjà, ton utilisation en glyphosate et aussi tes problématiques de limaces. Ouais, ben Comment tu voilà, les gères? ça, c'est mettre le Le doigt sur croisement. les deux gros problèmes du semi-direct. Donc voilà, semi-direct sous cette forme, on dépend forcément du glyphosate à 100%. Donc là, il y a un problème. Il y a urgence à trouver d'autres molécules, on va dire. Mais il y a aussi urgence à former les agriculteurs à baisser leur dose absolument, quoi. C'est-à-dire que si on se retrouve à avoir à gérer que des graminées, c'est inutile d'utiliser 6 ou 7 litres ou 4 litres même. Je ne sais plus combien c'est la dose homologuée pour des graminées, mais je veux dire, avec une gestion de la dureté de l'eau, de l'acidité de la bouillie, certains vont jusqu'à gérer l'acidité de la bouillie, c'est-à-dire avoir une bouillie très très acide. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité du glyphosate. On peut vraiment baisser les doses en dessous d'1 litre si on veut gérer que des graminées, quoi. En dessous d'1 litre, ça marche très bien, quoi. Et évidemment, traiter tôt le matin avec de l'hydrométrie, hein, ça c'est primordial. Voilà. Ça devrait être presque interdit de traiter en fin de matinée, voire l'après-midi, hein. On voit ça trop souvent, quoi. Et pour les limaces? Les limaces, gros problème aussi. Bah, au début, quand on se lance là-dedans et qu'on a un peu de bibliographie, on se dit chouette, on va avoir plein de carabes, les limaces vont se faire bouffer d'ici 4 ou 5 ans. Bon, non, ça marche pas partout. Ça marche pas partout. Au final, sur 100 hectares, c'est assez facile au bout d'un moment de connaître les zones à limaces. On arrive à les trouver. Donc, on peut faire des apports anticipés, localisés. Sinon, moi, j'utilise du phosphate de fer, c'est-à-dire c'est homologué en bio, ce qui ne veut pas dire que c'est inoffensif non plus. Enfin, je veux dire que ça n'a pas d'impact sur les sols, ça, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des anti-limaces avec des technologies de, qui émettent des odeurs de colza qui attirent les limaces, qui sont assez efficaces, même en curatif. Mais en général, par habitude, je le mets avant ou au semis ou vraiment avant le semis. J'évite les curatifs. Mais je peux me retrouver dans des situations où je dois largement dépasser les doses homologuées. C'est-à-dire que quand tu as 200 limaces au mètre carré, si tu mets 7 kilos d'antilimaces qui représentent à peu près 70 granules, je crois, au mètre carré, forcément, tu ne vas pas tuer tout le monde. Donc, là, l'idée, c'est quand on a mis son antilimace, on revient le lendemain matin pour voir s'il en reste. Voilà. S'il ne reste plus d'antilimace, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il va falloir en remettre, sûrement, quoi. Et Donc le ça, nom c'est commercial là de limité. ton produit, Ça, c'est à l'époque, c'était du Slux, et là, maintenant, c'est Iron Max. Ouais. C'est 200 gosses qui fait ça. Je suis resté Et là-dessus. Depuis, j'ai pas cherché autre chose, mais bon, c'est pareil. Là-dessus, il va falloir diversifier un peu enfin, il va falloir trouver d'autres molécules, d'autres techniques efficaces sur limaces. et avec des colzas, tu t'avais pris des plants de compagne, non, pour gérer les limaces? Tu t'étais J'avais fait ça une année. Ouais, alors, je faisais du colza semence. Là, maintenant, j'en fais plus. ouais.
Faut dire que les semenciers, ils sont assez réticents aux techniques de semis sous couvert. Ça leur plaît pas trop de confier leur génétique un peu euh, des techniques un peu dangereuses, on va dire. Ouais, il y a on a eu fait des associations, même avec des tournesols, on s'amusait à mettre de l'orge. Ça marche, mais tu gères pas tes populations de limaces. Au contraire, tu les nourris et tu finis par exacerber le problème année après année. Mais il y a des trucs qui marchent, ouais. Je Et crois pour que tu as le fenugrec, il me ouais. semble, le fenugrec sur colza. Le colza en général, même de l'orge, hein. Tout ce que les limaces aiment, voilà, faut pas hésiter à en utiliser. Sinon, l'idée, c'est vraiment, si on a fait un couvert avant la culture, essayer de garder ce couvert un peu vivant au démarrage de la culture. En général, la limace, quand elle est habituée à un régime, là, si elle a mangé un peu partout, elle va un peu rester sur ce qu'elle consommait avant la culture, quoi. Elle ne va pas focaliser sur la culture. Donc ça aide un peu pour faire Mmh. diversion. Mais les meilleures techniques, c'est vraiment pour semer du colza, semer tôt, c'est les conditions poussantes en fait. Faut que la culture elle démarre le plus vite possible pour se mettre hors d'atteinte dangereuse quoi, des limaces. Donc un colza, faut le semer tôt, un soja, faut le semer tard. Surtout un soja. Un maïs, ça passe encore, parce qu'un maïs qui se fait manger, il repart toujours, il y a toujours une feuille qui ressort du cornet. On peut gérer comme ça, même en curatif. Mais un soja semé, par exemple chez moi, si je m'amuse à semer début mai, il refait un petit coup de frais, c'est fini, quoi. Là, je peux ressemer, quoi. Selon les sols, hein, évidemment, selon les sols. Et Mais je ça, c'est assez inexplicable. J'ai des parcelles où il n'y a aucune limace, rien. Il y a des parcelles où c'est très localisé, toujours au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui est dur à Mmh. interpréter, expliquer. quoi. Merci Guillaume. Je pense qu'on va laisser la parole maintenant Ouais, à Joséphine. Pour toutes les autres questions, peut on finira de Ok. compléter. peut-être faire juste un mini bilan sur ta matière organique peut-être et Mmh. ta diminution d'IFT, puis on passera à Ah Joséphine. oui, Ouais, ah oui, c'est vrai. Alors, pour la le matière organique, ouais, comme je t'avais dit, enfin, quand je faisais encore des analyses de sol, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, mais ça montait de 0,10, 0,15% par an. mmh, Donc moi, j'ai toujours gardé un quart de ma sol quand même en maïs. Ça, c'est la vraie grosse entrée de carbone, il n'y a rien à dire, quoi. Et carbone qu'on laisse en surface du sol et tous les exudats racinaires là qu'on ne peut pas mesurer. Mais c'est vraiment la top culture. De toute façon, c'est plantes en C4, hein, donc il n'y a pas de... C'est les meilleurs pour stocker du carbone. Et IFT, IFT, là j'ai ressorti un papier du réseau Défi. Donc en 2013, là, quand on a démarré, j'étais à 3,5. Ici, en général, la moyenne, c'est à 4. Donc j'étais déjà un poil en dessous de la moyenne. 2013, ça c'était ça, c'était le constat de démarrage 3,5. 2013, 3,10. 2014, 2. 2015, je suis un peu remonté à 2,70. Bon, ça dépend si on doit faire des fongies ou pas. Ça dépend de l'année. En Provence, des fois, on peut s'affranchir des fongicides et des fois, bon, il pleut comme partout. Donc, on fait des fongies. 2016, 3,3 et en 2017, je suis tombé à 1,5, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça, ça dépend. Alors, 2016, j'étais à 3,3 avec culture de betterave semence, qui oui, est c'est ça. gourmande en Bah oui. phyto, Et là, et tu arrêté. 2,900. Et en 2017, j'étais à 1,6 avec betterave et 1,4 100, quoi. Mmh. Donc après, bon, là, je, je dirais que là, maintenant, je suis même peut-être remonté un petit peu parce que je sécurise mes céréales avec un insecticide là, systématiquement à l'automne. Je joue plus, je joue plus avec le feu, quoi. Je Mmh. me suis trop amusé à baisser, mais ça a été à mes dépens et sans garde-fou, quoi. C'était trop dangereux. Donc maintenant, je veux dire, je réfléchis à un chef d'entreprise. Voilà, il faut arrêter des fois de vouloir faire
trop, quoi. C'est trop risqué. Ok. Voilà, mais en gros, ouais, c'est quand même assez bas, hein. Du coup, on va dire que je suis à une IFT de 2 en culture irriguée pour une moyenne régionale qui est à 4. Donc, je suis à 50%, quoi. Ok, merci Voilà. beaucoup, Guillaume. On va laisser la parole à Joséphine. Oui, bonjour. Alors moi, je vais vous présenter des travaux un peu plus académiques. C'est une thèse qui a été réalisée par Laura Vincent Cabou. Et moi, je dirigeais cette thèse avec mon collègue Christophe David. Donc, on a essayé de tester le semi-direct sous couvert végétal, mais sans herbicide. Donc, tu peux passer, Annabelle? Oui, pardon. Donc, en fait, ce qu'on a testé, c'est dans le semi-direct, on s'est intéressé pour gérer les adventices, justement, à essayer de semer sous un couvert végétal maîtrisé par roulage. Donc, c'est la petite case en bas, là. Donc, tu peux passer, Annabelle. Donc, ce qu'on a testé, c'est sur du soja et du maïs. Donc là, je vous montre un peu le soja. Donc, en fait, on sème un couvert fin d'été, début d'automne. Donc, je vous expliquerai après les couverts, etc. Donc, on sème un couvert et puis on le laisse se développer. On le roule au printemps avec un rouleau spécial que je vous montrerai. On sème directement du soja dedans et après, on n'intervient plus jusqu'à la récolte. J'avais pas vu l'animation. Donc, alors les enjeux et pourquoi on fait ça. Donc, en fait, tu peux peut-être mettre tout dessus, Annabelle. Donc, l'idée. Non, par contre. Donc, l'idée, c'est d'une part, le couvert, il a plusieurs fonctions. On espère gérer les adventices pendant la période du couvert. Et puis après, une fois qu'il est roulé et qu'il forme un mulch à la surface du sol, pendant la culture du soja, par exemple, ce couvert, il est censé protéger aussi nos sols, donc avec derrière une amélioration de la fertilité des sols, ce qu'on attend souvent du semi-direct sous couvert, hein, pourquoi M. Jouard l'avait tenté aussi, hein. Et puis derrière, de se passer d'herbicides et puis de réduire au maximum aussi les interventions. C'est l'idée de réduire les charges et donc de se passer d'herbicides. Alors, on avait le contexte rapide de pourquoi on a mis en place une thèse, c'est parce qu'on avait fait quelques essais à l'ISARA. Donc, oui, je viens de l'ISARA Lyon, plus ou moins réussis au début des années 2000. Et par contre, ce qu'on avait observé, c'était des résultats assez prometteurs en termes de fertilité des sols. Mais on avait énormément de difficultés techniques et agronomiques pour mettre en place Donc, on s'est dit, on va faire une thèse que sur ça pour essayer au mieux caractériser un itinéraire technique pour réussir un semi-direct sous couvert. Alors, les enjeux, c'est gérer les adventices. Donc, quel type de couvert pour quelle performance? Gérer ce couvert, donc comment on gère, quel mode de roulage, quel matériel. Et puis, derrière, c'est obtenir un rendement satisfaisant. Donc, comment implanter la culture, quel matériel et pour quel rendement. Alors, Laura a fait un énorme travail avec un état des connaissances actuel en France, mais surtout à l'international, parce qu'il y a beaucoup de choses qui venaient des États-Unis qu'on a modifiées et essayé d'adapter en France. Et puis, on a mis en place des expérimentations multisites dans la vallée du Rhône. Donc, en fait, on a mis en place 13 essais entre 2016 et 2018 chez 7 agriculteurs expérimentateurs. Donc, autour de Lyon, ça c'est pour des raisons logistiques et puis aussi de matériel, parce qu'on voit que souvent le matériel en expérimentation, c'est un problème d'avoir le bon matériel au bon moment pour réussir son essai. Donc, vous voyez, c'est les différentes croix là. Donc, on est, on va dire, dans la vallée du Rhône. Donc, les essais, donc on retrouve par exemple pour le soja, alors on retrouve notre itinéraire technique. Alors, moi, attendez, voilà, je ne vois pas en dessous. Je ne sais pas pourquoi c'est. Donc, en fait, on a mis en place différents essais avec différents facteurs. Ce qu'on a pour le soja, ce qu'on a testé, c'est des couverts de seigle, de triticale et de seigle et triticale en mélange. Alors, pourquoi? Parce que
C'était des graminées. La biblio nous disait que c'était les plus intéressants, qu'elles se roulaient bien et qu'elles faisaient de la biomasse. Et par contre, il n'y avait aucune référence sur triticale, sachant que le triticale est moins cher à produire et à acheter, entre guillemets, que le seigle, d'où cette idée d'aller, et ça c'était par discussion avec les agriculteurs expérimentateurs, nous tester le triticale. On a aussi testé des variétés de seigle, un seigle en grain ou un fourrager ou un forestier, des dates de semis, du couvert. Je ne sais pas si, Annabelle, tu passes... des nombres de roulages, un roulage, deux roulages, tu peux encore passer. Et puis, on a fait quelques essais où on a comparé avec de la chimie, mais ça, on ne va pas vous le présenter. Et puis aussi quelques essais où on a changé les interrants du soja à l'implantation. Alors, on a globalement le mode de destruction du couvert, c'était avec ce qu'on appelle un rouleau cranteur. Plus connu des fois sous le nom de rouleau FACA, mais qui est un nom de marque. Donc, soit on a utilisé un FACA, soit, et pour une grosse partie des essais, on a utilisé un rouleau que on a nous-mêmes auto-construit avec un huitier de mécanique. Alors, la base sont toujours les mêmes, hein, un rouleau avec des lames qui sont un peu biseautées, et l'idée, c'est de blesser fortement le couvert et de le tuer, en fait, et que tout doucement, il dépérit et forme un mulch à la surface du sol. Donc, voilà là des photos de roulage. Alors, un point important, c'est que pour rouler les couverts, la règle de décision, c'est qu'on a toujours attendu que le couvert soit à mi-floraison. C'est les meilleures dates de destruction des couverts pour pouvoir les tuer, hein, pour pas qu'ils repartent après. Diapo d'après, Annabelle. Et puis, autre chose qu'on savait de la biblio et qu'on avait aussi un peu testé avant, c'est qu'on sème les couverts et on roule le couvert toujours en perpendiculaire. On sème, le couvert, et on va le rouler en perpendiculaire. Ça veut dire que le sens de semis de la culture sera perpendiculaire au sens d'implantation du couvert, ce qui peut poser problème, hein, suivant la taille de la parcelle, enfin la forme. Ça, parce qu'en fait, si vous voyez sur les photos, là, il y a une photo où on a roulé en parallèle, et on voit qu'il y a beaucoup de zones de sol nus. Donc, ça va être du sol où potentiellement les adventices vont pouvoir se redévelopper. D'où l'idée de rouler en perpendiculaire pour vraiment avoir un paillis, un mulch qui couvre tout le sol au moment de la plantation de la culture. Alors voilà, un dispositif, donc c'était une thèse, donc c'était répété. Donc là, par exemple, on a seigle, triticale et seigle, répété 4 fois. Et puis, on a aussi testé sur un même dispositif, mais pas en facteur aléatoire, différents types de roulage. Donc, une bande avec un roulage et une bande avec 2 roulages, par exemple. Alors ça, c'est le matériel, certains matériels utilisés pour semer directement après le soja ou le maïs. Donc, en haut, c'est un soja, semé directement dans un couvert donc, de graminées. Et en bas, là, c'est un maïs qui avait été semé dans un couvert de pois. Alors, les résultats, quelques résultats, hein, puisque sinon, il y a la thèse de Laura. donc, sur le développement des couverts, ce qu'on a observé, c'est que, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, le seigle est plus haut que le triticale. Mais en termes de biomasse, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux. Là, c'est des moyennes hein, sur les différents essais. Donc, 5 tonnes de matière sèche pour le blé et 5 tonnes pour le triticale à peu près. Par contre, on a une très forte variabilité. En fait. Ces moyennes, en fait, elles couvrent, par exemple, là, de nos couverts, ça peut aller de 3 tonnes à 10 tonnes de matière sèche de couverts, suivant les sites et les années. Donc, on voit que ça, c'est un problème. C'est qu'on a une énorme variabilité d'obtention de biomasse de couverts, sachant qu'on a un objectif lié à la bibliographie qui est de 8 tonnes. Parce que il semblerait que ça soit la biomasse optimum pour assurer un bon désherbage et pas avoir trop de biomasse non plus pour avoir une bonne implantation de la culture derrière. Donc, première constatation, on a du mal à obtenir les 8 tonnes. On les obtient, mais pas en moyenne. Hein. C'est juste quelques fois, quelques années sur quelques sites. Tu peux passer. Alors, comment excusez-moi, de nouveau pas la fin des diapos. En termes de gestion des adventices,
Premier enseignement, le fait d'avoir du seigle dans le couvert, donc couvert de seigle ou de seigle et triticale en mélange, ça baisse la biomasse des adventices. Donc là, sur la photo en haut à droite, on peut voir que un couvert de seigle roulé, on voit le développement là, du soja. C'est assez gris, on va dire. Et puis, juste derrière, il y a la bande de triticale. On voit que c'est vert. Ça veut dire que l'herbe repart, tout simplement, derrière. Donc, le seigle a un effet, on pense, allélopathique assez important. Et puis après, il y a aussi, dans ce qu'on disait, la biomasse de couvert. Donc, en bas, vous avez une photo où vous avez plus de 8 tonnes de matière sèche de couvert roulée. Et là, vous avez la photo du soja et on voit qu'il n'y a pratiquement pas d'adventices. Une bonne gestion des adventices. Et à côté, là, on n'a que 5 tonnes de couvert et on a beaucoup plus d'adventices. Ça devient même très problématique. Donc, on voit bien que la biomasse du couvert va jouer beaucoup sur les adventices. Je peux passer. Alors, sur l'implantation de la culture, on n'a pas de différence de levée du soja entre les différents types de couverts qu'on a mis en place. Mais quel que soit le couvert, on a de fortes pertes à la levée de soja, 40% de pertes de levée. Difficulté d'implantation en lien avec ce paillis, et donc de trouver la bonne technique pour bien placer la graine et avoir un bon contact terre-graine, c'est pas du tout évident dans ces techniques-là, donc de fortes pertes, sachant qu'on avait un peu augmenté les doses de semis au semis du soja, mais on a quand même de fortes pertes à la levée. Par contre, alors en termes de rendement, donc là vous avez des moyennes de rendement du soja. On a des rendements de soja plus élevés quand il y a du seigle. Donc seigle ou seigle et triticale, d'accord, sûrement en lien avec la gestion des adventices grâce à ces couverts. Donc à peu près en moyenne plus 4 quintaux par hectare quand le couvert est avec du seigle ou seigle et triticale. Alors, juste pour l'implantation du couvert, nous, ce qu'on a observé dans nos essais, c'est que, en fait, plus on sème tôt le couvert, meilleur c'est en termes de développement. Alors, pas trop tôt non plus. On a fait d'autres essais après, d'autres années où on avait semé un peu trop tôt. Donc, c'est toujours Et là, c'était trop sec, ce que disait l'agriculteur juste avant. Donc, le semer le plus tôt possible quand même. Et puis, si on sème un peu plus tard, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les doses et on est même arrivé jusqu'à 200 kilos. Mais si on sème un peu plus tard, faut augmenter la dose du couvert. Et en fait, finalement, in fine, on avait à peu près les mêmes biomasses au printemps. Tu peux passer. Sur le nombre de roulages, ça c'était les agriculteurs qui disaient qu'il faudrait mieux rouler 2 fois parce que esthétiquement c'est plus joli. On a l'impression que ça marche mieux, qu'il y a moins de repousse, de relevés de couverts de seigle. Donc, mais en fait, in fine, en termes de rendement derrière, finalement, on avait des rendements plus faibles quand on a roulé 2 fois qu'une fois. Donc, alors des explications. Alors, on avait roulé une fois avant semis et le deuxième roulage était après semis. Donc, finalement, on a peut-être impacté la levée de la culture en roulant juste derrière. Bon, ça me semblerait bizarre, mais peut-être qu'on a remis du paillis sur la graine en plus. Peut-être des tassements aussi. Enfin, on a plusieurs hypothèses, mais donc ça, c'est intéressant en fait. Même si esthétiquement, c'est pas joli un roulage, finalement, c'est plus efficace. Sur les interrants, ça c'est aussi, on avait vu qu'en réduisant les interrants, on avait des meilleurs rendements. Bien que la levée soit plus intéressante sur les interrants larges, finalement les interrants les moins larges présentaient les meilleurs rendements derrière. Mais là, il faut faire attention parce qu'on a très peu d'essais, juste 2 essais, donc ça c'est à confirmer. Et alors là, ça c'est des calculs. Alors attention, c'est des calculs avec des estimations, etc. Mais ça pour donner un ordre de grandeur. Donc on est en bio. Donc on a comparé à chaque fois, dans chaque essai, notre essai avec une pratique de soja classique de l'agriculteur juste à côté, dans un même type de sol, un même contexte. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que les rendements en soja en semi-direct sous couvert étaient inférieurs de 8% à peu près aux pratiques locales. Mais la consommation de carburant et de temps de travail est divisée par 2. Donc là, tu peux peut-être, voilà.
Donc ça, c'est très intéressant, surtout pour les cultures de printemps en bio avec tous les binages, etc. Bon, ben voilà, on épargne tout ça. Donc on fait en nombre de passages, c'est assez impressionnant. On passe de 13 passages à 5 passages. Et derrière, même si on perd du rendement, la marche s'améliore en semi-direct sous couvert. Et surtout avec le mélange seigle-triticale comme couvert, puisque comme le coût du couvert est moins important qu'avec seigle, et c'est là où on a la meilleure marge derrière. Tu peux passer. Donc, ce qu'on a montré, c'est l'intérêt du seigle, les bénéfices d'un mélange de 2 graminées, ça c'était intéressant, ça c'est nouveau. L'avantage de semer tôt et dense les couverts, l'intérêt de rouler une fois le couvert et d'attendre les 50% de la floraison du seigle. Et puis, on a vu qu'on avait des rendements plus élevés avec des interrants réduits, mais ça, c'est vraiment à confirmer parce qu'on avait très peu d'essais. Il nous reste beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a regardé juste un petit bout de la lorgnette du semi-direct sous couvert sans herbicide. Donc, on a regardé comment maîtriser le couvert végétal et le type de couvert. Mais en fait, il faudrait voir maintenant comment insérer ça dans les rotations, quelle fertilité du sol on a derrière, quel matériel, et puis toute cette variabilité pédoclimatique qu'on a vue, comment la minimiser aussi en termes d'obtention des biomasses de couvert. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Joséphine. Ouais, merci Joséphine, c'était moi. Vous avez toutes les références ensuite à la suite que vous pourrez récupérer. Oui, il y a beaucoup de brochures qui ont été produites, de documents techniques par Laura. Elle a fait un énorme travail. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les récupérer à destination des agriculteurs et des conseillers. Et une petite question, vous avez testé 2 roulages avant semis? On l'avait testé en 2016 en préalable de ses travaux de thèse. Et en fait, ce n'était pas plus efficace non plus. D'accord. En fait, c'est ça qui est assez bizarre, c'est que visuellement, on a envie de rouler, mais in fine, ça n'apporte pas forcément derrière. Moi, j'avais remarqué, quand je sème du soja sur des gros couverts, là, avant, je roulais, puis je semais, ou je semais dans le couvert, puis je roulais derrière, mais avec un semoir de semi-direct basique, je veux dire JD 750. Ouais. Et maintenant, j'essaie de dévitaliser le couvert une semaine avant, pour Oui, au ça aussi, on a, au ouais. moment de la levée, que le paillis soit déjà jaune et ait perdu toute sa flotte, en fait. Parce que là, surtout en Provence, il faut semer un peu profond pour aller chercher l'humidité. Donc, il faut que la graine, elle sorte de terre et qu'après, elle passe tout le mulch. Et là, c'est là qu'on a des pertes souvent à la levée, quoi. Ça, on l'avait testé aussi en 2016. On avait 3 semaines avant, on avait roulé, on avait testé après, enfin, on avait testé tout. Et oui, j'avais oublié de dire ça. Avant de faire la thèse, on avait fait quand même quelques tests. Et oui, on avait observé ça aussi. Il faut mieux rouler, laisser quelques jours. Alors, non, on ne laisse pas une semaine, mais quelques jours et semer, en fait. Ouais. Et vous roulez, semer si les conditions de sol le permettent. Mais après, il y a des gars qui ont des semoirs vraiment bien adaptés qui peuvent semer directement sur la biomasse encore verte, mais ça leur dégage un peu, ça dégage un peu de place, ça laisse un peu de place dégagée pour la graine, et finalement, ils ont des super levées aussi. Après, oui, du coup, si je peux compléter aussi, comme le disait Joséphine. C'est Laura, du coup, qui parle. Excusez-moi, ouais. Je présente Laura. Super. Par rapport au nombre de roulages, ce qui est vraiment primordial, c'est vraiment la date de roulage par rapport, comme Joséphine le montrait, au stade de maturité du couvert, qui va être vraiment... parce qu'après, le fait de rajouter des roulages, ça va, si le stade, il n'est pas... Si le seigle, par exemple, n'est pas assez mature, on a beau rajouter des roulages et ça augmente aussi la charge, et finalement, on va perdre dans la logique de ce qu'on recherchait aussi en semis sous couvert, c'est-à-dire gagner du temps de travail, moins intervenir sur les parcelles. Et là, si on rajoute des roulages, c'est l'inverse qui se passe aussi. Donc, je pense que le premier critère à raisonner, c'est vraiment la date du roulage. Et il y a une question, quelles ont été les différences entre les différents rouleaux utilisés?
Pour quel résultat? Du coup, je remets la diapo sur les rouleaux cranteur et le rouleau FACA. Alors là, nous, on a quand même majoritairement utilisé le rouleau qu'on a auto-construit avec l'IUT mécanique de Lyon 1. Après, on a pu quand même expérimenter le rouleau FACA, mais qui était juste en fait un système de cornière fixé sur un cylindre et qui n'était pas assez, en fait, pas suffisamment agressif au niveau du couvert. Donc, on a eu pas mal de relevés derrière et systématiquement, on a dû rerouler 2 voire 3 fois dans certaines conditions et on manquait un peu de poids. Donc, sur un essai, on a pu remplir le rouleau d'eau. Donc, là, c'était un rouleau de 6 mètres. Donc, on a pu rajouter un petit peu de poids. Mais le fait qu'il soit de 6 mètres également, il épousait un peu moins l'hétérogénéité du sol. Et je pense qu'il était du coup aussi un peu moins efficace. Une autre question, vous avez pu comparer quand même avec le semi-direct en conventionnel, avec traitement ou pas? Alors, c'était alors, on comparait du coup la technique, une bande où on était en semi sous couvert sans herbicide, avec une bande où on était en déchômage et après, gestion chimique classique. Alors, on n'a pas énormément d'essais là-dessus, donc c'est difficile de vraiment conclure là-dessus, parce que en fait, on a eu 2 essais du coup en conventionnel, donc localisés, un en Isère et un dans le Rhône. Et en fait, les 2 montrent des résultats contrastés. Donc, le premier en Isère, en fait, il y a eu une grosse attaque de pigeons dès la levée. Du coup, là, la partie semi sous couvert, en fait, elle a été protégée. Donc, on a eu clairement une meilleure levée sur le semi sous couvert et derrière un meilleur rendement. Dans le Rhône, ça a été l'inverse. Donc, une meilleure gestion des adventices sur la partie gérée en conventionnel, comparé à la partie en semi sous couvert sans herbicide, où donc là, sur cette partie-là, le couvert était, donc on était en dessous de 8 tonnes hectares avant roulage, on était autour de 5-6 tonnes, et le roulage avait été fait avant le bon stade de maturité, donc on a moyennement géré le couvert, et donc aussi derrière les adventistes. Donc, on n'a pas encore assez de références en fait autour de cette question-là pour vraiment. Puis surtout, on a 2 essais contradictoires. Ouais, merci. Comment vous voyez en fait l'adaptation de ces pratiques dans des climats avec des automnes secs qui ne permettent pas de semer le couvert de graminées précocement? Alors, c'est vrai que là, du coup, dans les années de ma thèse, ça a été des automnes plutôt secs. Donc, on était dans ces conditions-là avec du coup, des implantations plutôt difficiles. Alors, à revoir, du coup, on a beaucoup discuté dans le cadre des ateliers de conception avec les agriculteurs sur la stratégie de fertilisation par rapport aussi à l'enjeu du réchauffement climatique. Donc, il y a tout un enjeu forcément à revoir au niveau de l'irrigation. Je ne sais pas si Joséphine, tu veux compléter sur cette question-là. Ah oui, sur les automnes secs. Non, c'est dans ce qu'on disait, un point noir quand même de ces techniques, c'est ce problème de variabilité. Ça veut dire qu'on voit que beaucoup de choses est conditionnées à l'obtention de cette biomasse au printemps, au bon stade, au bon moment. Et il y a des choses qu'on peut gérer, on l'a vu en essayant dans la thèse de Laura de faire varier beaucoup de choses pour essayer d'approcher ces fameuses 8 tonnes. Mais il y a des choses, finalement, comment en tenir compte, dont ces phénomènes climatiques, etc. Et on est bien d'accord que ça va faire partie du risque. On en parlait avec M. Joubert juste avant, il disait, je suis entrepreneur aussi, il faut arrêter un peu le risque. Ça fait typiquement, les travaux de Laura montrent ça aussi quand même, qu'il y a des très beaux résultats, mais il y a beaucoup de risques. Et typiquement, le couvert pousse pas, quoi. Alors après, c'est peut-être à travailler des itinéraires alternatifs. C'est-à-dire, j'ai pas obtenu ce que je voulais, qu'est-ce que je peux faire d'autre, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on disait qu'il faudrait travailler à l'échelle de la rotation. Typiquement, c'est ça. C'est sur des essais où
j'ai pas obtenu ce que je voulais, quelle est la solution que je peux mettre en œuvre pour rattraper ou pas derrière. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, dans ma thèse, il y avait quand même, donc j'avais des essais en système irrigué, des essais sans irrigation. Et au final, la deuxième année de ma thèse, où c'était plutôt la canicule, on a eu pas mal de sécheresse. Et on s'est rendu compte que c'était plus en fait les essais sans irrigation qui s'en étaient le mieux sortis dans ce type de système-là. Et en fait, les essais en système d'irrigation, les sojas ne sont jamais arrivés à maturité et au final, on a eu beaucoup de moins de rendement qu'en système sans irrigation où la différence de rendement par rapport à la pratique agriculteur traditionnelle était moins, on avait moins d'écart avec le rendement de la pratique de l'agriculteur. Donc, c'est plutôt intéressant et prometteur, je trouve, pour ce type de système-là à l'avenir dans le contexte du réchauffement climatique. Donc, il y a forcément des choses à adapter aussi, mais je trouve que c'est plutôt prometteur. On a le problème aussi du couvert pour ceux qui sont sans irrigation, qui risquent de sécher totalement le profil. Ouais. Donc, si on se retrouve avec des sécheresses un peu précoces, c'est compliqué, quoi. Enfin, tout ça prouve qu'il y a quand même nécessité de développer l'irrigation au maximum. Sinon, on va avoir du mal et avec le réchauffement climatique et pour développer ces techniques, quoi. Vous avez rencontré des problèmes de stress hydrique liés en fait à l'effet pompe à eau du seigle et de la décomposition de ses racines après destruction? Moi, oui, c'est qui la question? À Guillaume ou à nous? À Joséphine. Ou Laura. Laura. Non, on n'en a pas vu, nous. Mais au moment du couvert à destruction, il n'y avait pas de... Mais on n'avait pas de printemps très sec. Hein. C'était plus le problème des automnes secs où à certains endroits, il avait plus du mal à démarrer, mais au printemps, après, on n'a pas eu de soucis particuliers. Effectivement, la question se pose de comment un système en sec s'en sort mieux qu'un système irrigué en période de canicule. C'est ce que disait Laura, en fait, c'est que le soja, il a une floraison un peu indéterminée, là. Voilà. Et donc, en fait, c'était par rapport à la maturité au moment de la récolte, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que souvent dans le soja, il n'y a pas que le potentiel, mais c'est à quel moment on le récolte, comment on le récolte, la première gousse, tout ce qu'on laisse sur la parcelle, et donc c'était plutôt par rapport à ça, en fait. Je pense que quelque part avec l'eau, hein, Laura, c'est ça a un peu boosté le soja avec l'eau. Et finalement, ce n'était pas forcément une bonne chose cette année-là. Et dans les systèmes avec paillis, finalement, ils ne s'en est pas mal sortis. Oui, puis du coup, sous le paillis, ça permettait de garder une certaine humidité aussi au sol, dont le soja a dû bénéficier aussi. Ouais. D'accord. Encore une dernière question. Concernant le maïs et le soja, n'avez-vous pas eu d'attaque de parasites, type topin, limaces ou autre, en post-semis, semi-post-semis? C'était des années plutôt sèches, du coup, pas forcément problématique à limaces. Après, pour le maïs, avec le couvert donc par exemple de pois qu'on avait mis avant, on a eu quelques dégâts quand même. Donc, on a traité pour les limaces pour sécuriser l'essai au début de la levée du maïs. Mais sinon, après, pour soja, on n'a pas spécialement eu de soucis. Si, les oiseaux. Les oiseaux. Très bien. Il y a eu quelques essais qui ont disparu. Hein. Mais après, ça, c'est aussi, il y a peut-être l'effet essai, justement, petite parcelle au milieu de Très bien. Écoutez, vu qu'il est 14h, pour respecter le timing, je vais remercier donc tous les intervenants et tous les participants. Donc, on répondra à toutes les questions. La vidéo sera en replay. On vous enverra donc toutes les questions auxquelles il n'y a pas eu de réponse encore. Et puis, rendez-vous dans 3 mois pour le prochain webinaire. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci. Merci. Merci.